Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes lundi matin, il est 9h15 et j'ai plein de trucs à vous dire. On va commencer par la fin, par le plus récent. Je suis en train de finir d'écouter un podcast sur Sylvia Plath, la poétesse qui est morte à 30 ans dans les années 60. Et je reçois des messages. C'est un podcast qui s'appelle, je crois, Une vie, une œuvre, sur France quelque chose, France Culture, France je sais pas quoi, je sais pas si je vais réussir. Voilà. Une vie comme... Oh là, j'arrive pas à trouver. J'arrive plus. Il date de février. Et du coup, voilà, c'est trop bien. J'avais lu, rappelez-vous, Pourquoi pas la vie de Colline Pierret en mars, je crois, que j'avais adoré, qui était une œuvre de fiction basée sur la vie de Sylvia Plath, mais qui commençait le jour de sa mort officielle, où en fait, et si elle n'était pas morte? Voilà, qu'est-ce qui se serait passé? On en sait un peu plus donc sur elle, sur sa vie, sur son œuvre et sur sa relation avec son mari Ted Hughes, qui était poète lui aussi. Et dans la vraie vie, en fait, Ted Hughes est poète célèbre une fois que Sylvia meurt. Et Sylvia devient célèbre, mais post-mortem, pas du tout, post-mortem. Et pas... elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait pu avoir si elle était restée en vie. Elle aurait pu peut-être, sûrement, probablement, faire de l'ombre à Ted Hughes, qui est en fait quelqu'un de visiblement assez toxique, comme je l'apprends dans le podcast. Et ça me donne tellement envie de lire du Sylvia Plath. Mais tellement. Plus que ses poèmes, j'ai aussi La Cloche. Alors je sais plus si c'est La Cloche de détresse ou La Cloche de verre, qui est son roman. C'est extrêmement sombre. Elle dit des mots, waouh, terribles. Et il y a un poème qui s'appelle Daddy, dont il parle justement dans le podcast, qui est terrible, terrible. Mais on sent la détresse et le mal-être de cette femme. C'est incroyable. C'est incroyable et je suis très contente de la découvrir, de l'avoir déjà découverte un petit peu avec Pourquoi pas la vie, même si c'est de la fiction. Et là, j'ai vraiment très envie de la découvrir. Je sais que quand j'avais fini Pourquoi pas la vie, je voulais absolument acheter du Sylvia Plath. Et j'étais passée par hasard à la librairie des femmes dans Paris et j'avais vu Sylvia Plath. J'avais vu qu'il y avait quelques œuvres d'elle, mais pas exactement les titres que je voulais. Il y avait Ariel, qui me tente pas. C'est son dernier... En fait, je crois c'est le recueil de poèmes qui a été retrouvé à sa mort et qui a été publié, mais l'ordre choisi, finalement, n'a pas été celui qu'elle voulait de base. Enfin, je sais plus, il y a un truc comme ça. Vraiment, je ne veux pas m'avancer parce que je la connais très, très, très mal, mais j'ai hyper envie de la lire. Donc, si vous l'avez lu, eh bien, dites-moi par quoi je dois commencer. Parce que de l'entendre, en plus on a des audios d'elle dans le podcast, et on l'entend dire ces mots, alors c'est en anglais, si vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est quand même souvent abordable, mais c'est beau, oh c'est trop beau, et c'est appuyé, c'est saisissant, c'est fort quoi ce qu'elle dit, et la traduction française je pense perd quand même en émotion, même si ça doit être quand même de qualité, et du coup j'ai très envie de la lire. Voilà, ça c'est fait. Ce week-end, j'ai beaucoup lu, mais rien n'est sorti de ma palle parce que c'est que du graphique que j'ai lu. Je vous ai pas dit, j'ai fini Blackwater. Il est où? Il est là. Alors, j'ai fini le tome 2 du coup de Blackwater qui s'appelle La Digue, que j'ai beaucoup aimé, comme le tome 1, peut-être un tout petit peu moins que le tome 1 parce que c'est un tome un peu transitoire, où on est sur la construction d'une digue pour protéger Perdido d'une nouvelle crue. Mais cette digue, qu'est-ce qu'il est beau, entraîne des complications, entraîne des petites rumeurs de la part de Elinor notamment, des choses qui se disent, des mal-être aussi, et puis il y a une scène absolument affreuse dans un lac avec Elinor. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a des petites touches comme ça un peu mystérieuses, un peu malsaines, qui font que c'est bien, j'aime bien. Donc hâte de lire la suite, pas avant septembre du coup, puisque je suis en neubaille, mais très très bien. Et je commence aujourd'hui le Murder Club du jeudi avec Estelle. Donc j'ai lu des graphiques ce week-end. J'avais emprunté plein de choses à la médiathèque et je suis presque à jour. Mais je pense que je vais pas lire tout de suite le tome 7 d'Isabella Bird et le tome 14 de Arte parce que lire un tome comme ça après l'autre, ça m'intéresse pas. Donc je vais peut-être laisser quelques mois passer pour que de nouveaux tomes sortent et que je les emprunte d'un coup. Par contre, j'ai avancé L'Enfant et le Maudit, le tome 3 et 4, que j'ai vraiment bien aimé, et j'ai réservé d'ailleurs le tome 5 et 6, je crois qu'il y en a 9, et il me semble que la série est terminée.
Et bon, je vais pas vous raconter, mais c'est toujours assez sombre. On en sait un petit peu plus sur Shiva, la petite fille, et sa tante, et comment il s'appelle, ce maudit, voilà, qui vit avec Shiva. J'ai des cheveux partout. Et donc voilà, tome 3 et 4, très bien, toujours une très bonne série, très contente de l'avoir avancée. J'ai lu La Fête des Ombres de qui Atelier Sento. Donc ils doivent être plusieurs. Aux éditions Isekinicho. C'est un tome 1, il y a 2 tomes et j'ai réservé direct le tome 2 dès que j'ai fini le tome 1 parce que j'ai adoré. J'ai adoré cette histoire d'ombres qui vivent avec les habitants japonais, et qui sont là en fait, qui se développent en fait, qui vivent pendant 1 an dans une famille, et on se dit qu'au bout d'un moment, 1 an, ils disparaissent. Peut-être que je peux vous lire le résumé. Chaque été, dans un village isolé du Japon, on célèbre la fête des ombres, un étrange festival pendant lequel les habitants accueillent les âmes errantes des morts qui ont tout perdu jusqu'au souvenir de leur vie passée. Naoko, une jeune femme un peu rêveuse, a pour mission de guider l'une de ces ombres, un homme mystérieux hanté par un terrible secret. Si elle ne parvient pas à l'aider avant l'été suivant, l'ombre sera perdue à jamais. Je vous en dis pas plus. Voilà, je pense que ça suffit. Et il est vraiment très très beau. Je vais essayer de vous mettre quelques petits plans. Alors, je vais essayer déjà de ne pas vous spoiler. Je vais commencer par le début. J'aime bien le dessin. Je sais pas, j'aime beaucoup. Quelque chose qui me touche dans le dessin. Il y a un truc à un moment donné, voilà, cette maison-là, j'adore. J'adore ce style de graphisme, ça aussi. Bref, c'est un coup de cœur pour moi et j'ai tout de suite commandé le tome 2. Réservé, pas commandé, parce que c'est un emprunt médiathèque. Je vais le mettre là. Ensuite, j'ai lu... Alors, je vais commencer par l'autre. J'ai lu Madeleine Résistante, le tome 1, la rose dégoupillée, pareil, qui est tout en bleu, tout beau, magnifique, avec des planches superbes, très parlantes, c'est sur la guerre. Et c'est l'histoire de Madeleine qui existe vraiment, ou qui a existé vraiment, parce qu'à la fin du tome 1, en fait, on rencontre Madeleine. La rencontre de Madeleine, voilà, on a les auteurs qui vont rencontrer Madeleine et qui vont l'interviewer pour faire la BD sur elle. Donc voilà, elle est là, tout ça. Elle raconte son histoire. Donc c'était une BD vraiment très intéressante. Je ne sais pas si j'emprunterai le tome 2 parce que j'ai bien aimé le tome 1 et que ouais, c'est peut-être bien le tome 2 aussi. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai pas le besoin, comme dans La Fête des Ombres, d'avoir tout de suite la suite en fait. J'ai vraiment bien aimé. Je vous le conseille vraiment parce que c'est une très belle BD sur la guerre. Et ça commence quand Madeleine est toute petite jusqu'en 42... Non, plus même. Non, on est où? Bon, elle est dans la Résistance. Mais en fait, bizarrement, à partir du moment... Je sais pas quand c'est. À partir du moment où elle est dans la Résistance, ça m'a un peu moins intéressée. Je sais pas pourquoi. Sa vie à elle m'intéressait. Et puis à partir du moment où elle rentre dans la Résistance, il y a un truc qui se passe et qui m'a moins touchée. Alors que bon... quand même. Je n'ai pas la date, ça craint. Bon, bref, vous chercherez. Et voilà, c'est un premier tome. C'est chez Air Libre. Et c'est de Bertaille, Morvan et Riffaut. Voilà. Et j'ai lu le manifeste des 343, Histoire d'un combat, qui est terriblement d'actualité en ce moment, sur l'IVG. Et c'est en fait une histoire vraie de Nicole, qui est jeune documentaliste au Nouvel Obs et qui s'indigne du sort des femmes obligées d'avorter clandestinement. Elle décide de mettre en place une action d'envergure avec le MLF et de monter un scoop destiné à changer la société et les mentalités. Ce sera donc le manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, signé par 343 françaises connues ou inconnues et publié par le Nouvel Obs le 5 avril 71, alors que l'avortement était illégal en France. Comment vous dire qu'il faut lire ça, en fait? Voilà, c'est tout de rose et bleu. C'est plutôt sobre au niveau des dessins, c'est plutôt fort au niveau des textes. En fait, on se rend compte que c'est vrai, que ça s'est vraiment passé, que les exemples qui sont cités, ces femmes étaient des milliers, en fait, à vouloir se faire avorter, à ne pas pouvoir, à y aller avec des aiguilles à tricoter, à en mourir, à avoir des infections, bref. Et quand on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis, on se dit « bordel !» Ok, donc voilà, bon, bref, il faut vraiment la lire en fait. Empruntez-la ou achetez-la, mais encore une fois, le dessin est pas dingue,
mais c'est surtout le propos qui est intéressant et important. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu une BD que j'avais achetée à Montreuil. C'est 109 rue des Soupirs de Antoine Dolle, Monsieur Tan et Yonggi Dumont. Voilà, c'est un premier tome. Et ça s'appelle Fantôme à domicile, c'est trop mignon. Et c'est l'histoire de Elliot qui va emménager avec ses parents au 109 rue des Soupirs, qui est en fait une baraque un petit peu bizarre, vous pouvez le constater, où vivent des fantômes. Voilà, mais ils sont très sympas, donc ils vont vivre avec Elliot parce que les parents ont plein de boulot, ils sont jamais là, donc il est tout seul avec ses fantômes jusqu'au jour où les parents décident quand même d'engager une babysitter. Sauf que cette babysitter est chasseuse de fantômes, et c'est trop bien. J'ai adoré. C'est tout mignon, c'est trop chouette. En plus, au début, il y a le... voilà. Vous avez ça, Bellengeois est une ville où il fait bon vivre. Vous aimerez ses commerces, ses habitants, ses... Bref, sauf si vous posez vos valises au 109 rue des Soupirs. Un instant, la voix off, ça vous embêterait d'éviter les conclusions un peu trop rapides? Enfin, j'adore, en fait. Il y a des bulles. Donc là, c'est la voix off qui raconte. Et oh, dis donc, ça vous embêterait d'arrêter les clichés? Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Je pense que je m'achèterai le tome 2. Peut-être à Montreuil, du coup, l'an prochain. Ce sera l'occasion. Et il y a 3 tomes, et le tome 4 sort en septembre, il me semble. Et là, c'est un format un peu... Bon, c'est pas poche, hein, mais un peu plus petit. Souple, il est à 10,90. Et c'était l'occasion pour moi de le prendre. Voilà, et de le lire. Et j'ai lu également Sans préambule de Akane Torikai. J'aime beaucoup Akane Torikai, c'est celle qui a fait En proie au silence, qui a fait You Gonna Love Song, un truc comme ça, je crois. Et qu'est-ce que j'ai lu d'elle encore? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est une mangaka que j'aime beaucoup. Et là, on est dans une histoire principale sur l'identité, sur la recherche de soi après l'école. Qu'est-ce qu'on devient? Comment on choisit son destin? Comment on choisit sa vie? C'est parfois un peu flou, mais juste pour le dessin, vraiment, j'ai adoré. C'est tout au crayon, en fait. Et les expressions, et... Ah, ça, c'est magnifique. C'est la seule planche en couleur. Et c'est superbe. Et il y a une autre histoire, un peu plus travaillée, un peu plus dessinée. Vous voyez là. Voilà, il y a 2 histoires en fait dans Sans préambule, je crois. Ah non, il y a 3 histoires. Sans préambule, le démon et l'instant d'après. Donc voilà, et c'est... Ah, l'instant d'après, c'est après le... Ah, c'est trop bizarre. J'ai pas lu ça. Mais non. C'est des planches, d'accord. C'est des planches qui ont été traduites comme ça, je pense, un peu... Je peux dire à l'arrache, mais... Vous voyez, c'est des planches dessinées... On voit pas trop bien, attendez, je vais filmer. En fait, c'est des planches comme ça, qui sont... vous voyez, sans préambule, en fait, c'est la fin de la BD. Et là, il y a l'instant d'après. Donc pareil, c'est tout au crayon. Voilà. Donc un super manga, encore une fois, de Akane Torikai. Et il est un peu... il est en cartonné comme ça, donc il est un tout petit peu plus cher que les autres. Je ne sais pas ce que ça donne. Oh bah c'est bien. sans la jaquette. Voilà, donc très bien. Très très bon week-end graphique, très efficace, mais absolument pas efficace pour ma palle, bien sûr, parce que j'ai rien sorti de ma palle, bien sûr. Mais c'est pas grave, en tout cas, j'ai sorti plein de graphiques et je suis bien contente. Je vais pouvoir aller à la médiathèque rendre tout ça. Et j'ai encore plein de choses à lire. J'ai encore Shino ne sait pas dire son nom, le tome 5 de BL Métamorphose, L'Oiseau d'or de... je sais plus... Look Back, et j'ai la BD sur Émile Zola, et j'ai une autre BD sur Orwell, j'ai Dans la tête de Sherlock, bref, en graphique, j'ai de quoi faire. J'ai avancé aussi mon tricot, je suis bien contente, parce qu'il commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je sais pas si vous avez... Voilà. Il est très beau, la couleur est toujours aussi belle, et la laine est toujours aussi agréable à travailler. Et voilà, je suis en vacances, presque, quasiment. Et du coup, j'ai du temps à la maison. Ah, j'aurais pu lire Les Cœurs Insolents, tiens, de Ovidi. Oh, pourquoi je ne l'ai pas prise? Oh, je vais peut-être la finir aujourd'hui, tiens. Ah, mais j'ai le Murder Club. Et le Murder Club, en fait, il fait quand même 530 pages. Et j'aimerais bien le lire avant la fin de la semaine, clairement. Donc, il faut peut-être que je m'y mette. En même temps, là, il est 9h30 et j'ai du temps pour lire à Donf. Donc je vais lire à Donf
Et Les Cœurs Insolents, peut-être. Je vais peut-être le lire un petit peu là, je sais rien. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et il n'est pas impossible que je vlog un petit peu pendant les vacances quand même. Parce que même si j'ai du monde à la maison, à savoir mes deux hommes, j'aurai quand même du temps où je serai seule, je pense. Donc je vous ferai probablement des petits plans avec des petits updates. J'essaierai de faire ça, mais ça sera des vlogs peut-être toutes les 2 semaines, ou je vais voir quoi. Ou alors des vlogs toutes les semaines, mais genre de 10 minutes. Très très concis en fait, on verra. Voilà, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'hier soir, on a fini avec mon conjoint La vie des sœurs Brontë, le DVD de... Alors quand je lis, quand je donne des livres, je connais l'auteur, mais quand je parle des films, je sais pas. Bref, La vie des sœurs Brontë en DVD, et c'était top, c'était génial. C'était bien joué, c'est une ambiance hyper pesante, tellement victorienne. Il y a des passages qui m'ont rempli d'émotions, un passage où alors, je peux vous le dire ou pas? Où elles vont se présenter en tant que les auteurs en fait et autrices de Jane Eyre, des Hauts de Hurlevent, tout ça. Et ce passage est rempli d'émotions. C'était dingue en fait de réussir à retranscrire cette émotion-là. Et c'est là où je me suis rendu compte que vraiment elles ont dû vivre un truc de dingue en fait, parce qu'elles ont eu du succès et que quand il a fallu se révéler en fait au public, elles ont hésité parce que elles voulaient garder leur identité secrète. Elles voulaient garder ce pseudonyme masculin parce qu'elles ont été publiées sous un pseudonyme masculin, parce qu'à l'époque on n'était pas autrice, hein, non, ça se faisait pas trop. Donc, euh, donc elles préféraient se faire publier sous un pseudonyme masculin, et elles voulaient pas révéler leur identité. Et la manière dont c'est fait, et les visages, et les émotions, et le temps que ça met, et c'était trop bien, c'était top. Donc bien sûr, en allant me coucher, j'ai lu quelques lettres des Sœurs Brontë, enfin de Charlotte surtout. Et là, je suis en 1841. Et en fait, le film se termine sur la mort de Branwell en 1849. Donc là, dans les lettres, je suis pas encore à la mort de Branwell, mais c'est vachement puissant comme film. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et à la fin, ce qui est bien, c'est qu'on a un plan sur la maison, et on entend des voix, et on a un plan sur la fenêtre avec des gens actuels qui visitent en fait le musée. Ce qui prouve qu'en fait, le film a été tourné à Haworth, dans le presbytère. C'est trop classe. Parce qu'ils se visitent effectivement, et on voit après une dame, une guide, qui dit voilà où les sœurs écrivaient, et on voit dans le film là où elles écrivent vraiment avec leur écritoire. C'est génial, j'ai adoré. Et mon conjoint qui lève les yeux à la fin du film, il dit oh, ce serait bien d'y aller. Mais oui, ce serait bien d'y aller. Donc c'est un peu paumé, hein, Haworth, c'est pas très très loin de Manchester, donc il me dit ah, ce serait bien de faire un petit trip Liverpool, Manchester, Haworth. Sauf que c'est des villes très industrielles, il n'y a pas grand chose à faire, Liverpool et Manchester, mais bon, pourquoi pas? Il y a le câble du casque de mon conjoint qui est là. Et du coup, voilà, ça serait cool. Je dis, sinon, quand on va à Londres, on se fait une journée, on prend une bagnole, et puis c'est 4 heures de route, on passe une journée là-bas, et voilà quoi. Et le problème, c'est que si j'y vais, je vais dévaliser la boutique. Mais oui. Donc, enfin bref, si vous avez l'occasion, regardez ce film. Il est très très bien. Et trop bien. Trop contente, franchement trop contente de l'avoir vu. Je sais qu'il y en a un deuxième avec, je vous avais dit, des actrices françaises. Peut-être que je le regarderai. Il est sur le... En fait, ma médiathèque, c'est la médiathèque de la Plaine Commune qui regroupe beaucoup de médiathèques du 93. Et il y a un espace qui s'appelle la médiathèque, qui est vachement pratique parce qu'on peut regarder des films en ligne. Mince, ma carte! Faut que je renouvelle ma carte. Ah! Ah. Je rendrai mes graphiques demain. Donc je renouvellerai ma carte. Il faut que j'y pense absolument. Et du coup, peut-être que je regarderai ce film aussi, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai super envie de continuer les lettres des sœurs Brontë. Et d'arriver au passage où Branwell va pas bien du tout. Par contre, la fin du film est un peu expéditive. Il y a juste quelques plans où on comprend des choses. Mais c'est très expéditif. Et je m'attendais à ce que ça soit encore plus long, encore plus... J'aurais pu en manger 3 heures encore, c'était tellement bien. Mais il est vraiment bien comme film. Vraiment, si vous l'avez lu, j'aimerais avoir vos avis. Parce qu'il est extra, vraiment extra. Les 3 actrices sont top. À Charlotte, Émilie et Anne en bas. Voilà, je sais pas si vous les connaissez, ces actrices. Elles sont vachement bien, en tout cas. Voilà,
Nous sommes mardi matin, 8h33, je suis prête, j'ai un petit rendez-vous ce matin à 10h et je viens vous parler lecture of course. J'ai commencé hier le Murder Club du jeudi et il se lit très bien puisque j'ai déjà lu 130 pages. J'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dedans parce que quand on commence un livre, voilà, bon, j'avais fini, rien en fait parce que j'étais dans des graphiques. J'avais besoin que mon cerveau soit disponible pour cette histoire, donc je me concentre sur les premiers mots, les premières lignes. Et ça commence par un dialogue. Et je pense que j'ai plus de mal à rentrer dans une histoire dès les premières pages quand ça commence par un dialogue, parce que quand on est jeté dedans comme ça me perturbe beaucoup. J'ai besoin d'un contexte. Je suis un petit peu pénible, mais j'aime bien les livres qui commencent clairement. Alors c'était quel livre? Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Un livre que j'ai lu récemment. Je vais peut-être le trouver là-dedans dans mon carnet, que j'ai lu récemment, où ça commence en une phrase, tout est dit. Enfin, il y a un contexte, il y a un personnage, il y a un lieu, il y a quelque chose. Et c'était quoi? C'était quoi? Est-ce que c'était avec votre esprit? Peut-être, je sais plus. Je sais plus. Bref, je préfère quand ça commence par... je sais pas, la maison était... le soleil se levait sur une maison au volet fermé, nanana. Voilà, j'ai besoin d'un truc, d'un contexte, d'une description peut-être. Peut-être que inconsciemment, j'ai besoin d'un début à la Zola, vous voyez, un truc qui pose des choses. Et là, ça commence donc par un dialogue. Pas du tout. Ça commence pas par un dialogue, j'étais sûre. Ah non, ça commence par un journal où elle s'adresse au lecteur. Et si nous commencions par Elisabeth, voulez-vous? Essayons et nous verrons où cela nous mène. Évidemment, je savais qui était Elisabeth. Ici, tout le monde la connaît. Elle occupe l'un des appartements de 3 chambres à Larkin Court, celui à l'angle avec une terrasse, vous voyez? En plus de cela, il se trouve que j'ai fait partie de l'équipe de Steven un jour lors d'un quiz. Steven, pour différentes raisons, est le 3e mari d'Elisabeth. Donc finalement, ce que je viens de vous dire, c'est n'importe quoi. Parce que oui, il y a un contexte. Et en fait, ça m'a perturbée, parce que j'ai cru que ça a commencé par un dialogue. Vous voyez, en fait, c'est écrit comme un dialogue, alors que c'est un journal. Mais en fait, je ne le sais pas tout de suite. Je l'ai su un petit peu après. Donc voilà, oubliez ce que j'ai dit. J'ai quand même eu un tout petit peu de mal au début, parce que c'est dense, parce qu'il y a des informations qu'on nous donne des fois à la va-vite. Ensuite, on comprend qu'on est dans une maison de retraite. Ensuite, on comprend que c'est des gens, donc ils sont 4, Elisabeth, Joyce, Ibrahim et Ron, qui s'amusent à déterrer des vieilles affaires de meurtre pas élucidées pour essayer de trouver une solution en fait à ces affaires. Et c'est chouette, c'est top. En parallèle de ça, on suit d'autres personnages qui n'ont rien à voir, donc on suit le déroulé d'un personnage et on se rend compte qu'il a quand même un impact sur cette maison de retraite, puis on va suivre un autre personnage qui va aussi avoir un impact. En fait, ce livre-là est considéré comme un cozy mystery, mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'humour, vous savez, c'est pas Anna Svensson, c'est pas son espionne royale, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les détectives du Yorkshire, il n'y a pas vraiment d'humour, mais il y a quand même un côté cozy mystery. Là, on est avec des petits vieux dans une maison de retraite qui essaient de résoudre des enquêtes. Donc, cozy mystery, pourquoi pas? Mais c'est quand même un niveau un petit peu au-dessus au niveau de l'écriture, parce qu'il y a vraiment... c'est assez recherché, c'est assez travaillé. Donc ça me perturbe un petit peu, parce que quand on me dit cozy mystery, je me dis, oh ça va, je me pose, je rentre dedans en 2 pages, et puis c'est bon. Et là, c'est vrai que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps. J'ai quand même bouffé 130 pages, ça veut dire qu'il se lit bien. Il y a une alternance entre donc, le journal de Joyce, qui est une des pensionnaires, puis un chapitre avec d'autres personnages racontés par le narrateur, puis on rencontre d'autres personnages qui vont s'inclure dans l'histoire. Donc il y a une structure un petit peu particulière comme ça, c'est pas un chapitre, un personnage, où chaque chapitre est raconté par le narrateur, ou voilà, où tout est à la première personne, voilà. C'est quand même une alternance de plusieurs choses. Pour l'instant, c'est pas mal. De ce que j'ai vu, les gens trouvent ça un peu long. Et j'avoue que parfois, c'est un peu pompeux au niveau de l'écriture, au niveau du style. Il y a pas mal de répétitions, ça se veut drôle, mais ça ne l'est pas. C'est juste un peu pompeux, même si je comprends ce que l'auteur veut dire. Donc, est-ce que ça vient de la traduction? Je ne sais pas. Néanmoins, j'ai quand même lu 130 pages. Je le lis avec Estelle, qui est toujours à la fin de Blackwater, donc il n'a pas encore commencé. Donc, je me suis dit, je vais peut-être le mettre en pause, et je le ressors genre demain, en fait,
demain ou après-demain pour être un petit peu avec elle quand même dans cette lecture, parce que s'il se lit bien, je suis encore capable de lire 130 pages aujourd'hui, et ce n'est pas aider Estelle dans notre lecture commune. Donc j'ai décidé d'avancer les lettres choisies des sœurs Brontë un petit peu. Je suis à... Alors, la page 140, mais ça vous aide pas trop, je suis en 1842, et j'avais commencé ma reprise de lecture en 1841. Donc j'ai lu une quarantaine de pages, c'est pas grand chose, mais sur un bouquin de 600 pages, c'est quand même beaucoup. J'ai lu quelques lettres donc, et là on est à une époque, un espèce de tournant en fait, où il va y avoir un décès d'amis. Et les sœurs vont être rappelées, en fait, elles étaient chacune, il y en a qui étaient à Bruxelles, il y en a qui étaient gouvernantes, il y en a qui étaient restées à Haworth avec leur père, et elles vont être rappelées, en fait, pour revenir. Branwell va pas bien, il vient de perdre son boulot, et là, je pense qu'on va tout doucement descendre dans les enfers de la vie des Brontë, parce qu'elles ont vraiment vécu des choses assez terribles. Et à mon avis, on va commencer un cheminement autour des romans des sœurs Brontë. Donc je passe toujours un très bon moment, c'est très très bien écrit. C'est souvent Charlotte qui écrit à Hélène, sa meilleure amie. Et le fait d'avoir vu le film m'a fait mettre un visage sur Hélène et sur les sœurs aussi. Mais ça, c'était pas un problème. Mais sur Hélène, je suis contente, comme ça je la visualise un petit peu plus, parce qu'on la voit dans le film en fait, à un moment donné. Et voilà, ce livre-là me dure depuis très longtemps et me durera peut-être encore toute l'année, et c'est pas grave, je n'ai aucune envie de le dégommer, parce qu'il se lit petit à petit, vraiment, c'est des lettres, et on peut en lire une de temps en temps, c'est très très bien, parce qu'on ne perd pas le contexte, parce que c'est une lecture très active que je fais, parce qu'il y a un petit résumé avant chaque lettre qui contextualise un petit peu la lettre, un peu comme dans les plis, vous savez, les petits plis que j'avais achetés. Et c'est une excellente lecture. Il ne faut pas se presser. Faut pas se dire « Oh mon Dieu, il fait 600 pages !» Oui, il fait 600 pages, mais c'est pas grave, tu peux le lire en un an, c'est cool. Peut-être que je le finirai au Victober, par exemple. Ou pas, peut-être qu'il va me continuer encore en 2023, et ça sera bien. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir repris. Et je me suis dit, allez, quitte à prendre un bouquin, autant être utile et commencer la rentrée littéraire. Donc j'ai commencé La Petite Menteuse de Pascal Robert Dillard chez l'Iconoclaste. J'ai déjà lu 80 pages. Je ne vous en parle pas trop, mais j'ai déjà mis des post-it, ce qui est plutôt bon signe. C'est le premier roman de la rentrée littéraire que je lis. J'ai choisi l'Iconoclaste parce que je leur fais confiance et parce qu'il fait 218 pages et que je sais qu'il sera fini demain si je m'y mets, même aujourd'hui peut-être. Et comme ça, j'ai un pied dans la rentrée littéraire et c'est cool. Il est probable que j'en lise 2 sur 3 pour l'Iconoclaste. Je verrai, parce qu'il y en a un qui me tente un petit peu moins que les autres, mais à voir encore une fois. Et puis après, donc je reprendrai le Murder Club tranquillement, peut-être demain, j'en sais rien. En tout cas, une bonne semaine de lecture s'annonce, ça c'est top. En no-buy, je suis toujours en no-buy, tout va bien, mais je dois quand même passer en librairie parce que j'ai des petits achats à faire, pas pour moi. Donc ça compte pas. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc je n'achète rien. Mais par contre, quand j'ai voulu retirer le Murder Club du jeudi de ma palle, je me suis rendu compte qu'il n'y était même pas entré. Donc quand j'ai acheté le bouquin, j'ai oublié de le mettre dans ma palle. Donc en fait, étant toute fière d'en sortir un de ma palle, je me suis rendu compte que ah bah non, bah tant pis. Et donc la petite menteuse qui était dans la palle a fait donc -1 dans la palle, et ça c'est cool. Voilà, je n'ai pas encore reçu le Julien Dufray de l'ami, j'espère le recevoir peut-être aujourd'hui. Et ce matin, donc un petit rendez-vous. Ce soir, j'ai un dîner pocket, je vous ferai quelques images, j'espère, sur un auteur qui raconte... Attendez, il faudrait que je le retrouve. Un auteur qui s'appelle... Vraiment, je suis une booktubeuse en carton. Je suis même pas booktubeuse, j'arrive pas à me dire que je suis booktubeuse. Je fais des vlogs en fait. Il s'appelle comment le monsieur? Je vais retrouver le mail. Avec Cédric Banel. Et Cédric Banel sort un livre chez Pocket qui est sorti au préalable à La Bête Noire. Et qui s'appelle L'espion français. Voilà. Il existe au sein de la DGSE une entité dédiée aux missions tellement sensibles qu'elles ne peuvent être confiées à ses membres officiels. Edgar, 33 ans, parisien, est l'un de ces agents de l'ombre très spéciaux. S'il tombe, il tombera seul. Sa prochaine destination, la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Là, dans une des tours du silence de l'antique foi zoroastrienne, sa cible l'attend. Voilà. Il est sorti
le 1er juin 2021 à la Bête Noire, je ne l'ai pas du tout vu passer. Et il sort en poche là le 7 juillet, donc je pense que je vais avoir l'occasion de discuter avec l'auteur autour de ce dîner pour en savoir plus sur la DGS probablement et pour en savoir plus sur cette histoire. Voilà, et puis j'espère avancer mes lectures et je vous prends bien sûr avec moi. Je vous prends 2 petites secondes parce que là je vais chercher mon fils et j'ai commencé à écouter Territoire intime de Tatiana Deronay, raconté plutôt par Tatiana Deronay, qui est en fait une succession de 3 épisodes de 30 minutes sur un auteur à chaque fois. Donc il y a Daphné du Maurier, Virginia Woolf et Émile Zola. Ces 3 auteurs et autrices que j'aime beaucoup. Et je suis ravie de découvrir Territoire intime de Tatiana Deronay. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'ai écouté Les Fleurs de l'Ombre et que j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance, mais la fin était catastrophique. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'échange qu'a eu la fille de Séverine de Il est bien ce livre avec elle lors de sa mort en poche. Allez le voir parce que vraiment moi, ça m'a un peu laissé quoi. Et du coup je me dis que c'est dommage parce que je suis vraiment tiraillée entre le fait qu'elle raconte très bien, qu'elle a vraiment un talent et d'un autre côté elle doit quand même avoir un sacré ego parce qu'elle parle beaucoup d'elle, même dans ses romans il y a beaucoup d'elle. Et je me pose la question de l'ego des auteurs, en fait, et du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on est tous victimes du syndrome de l'imposteur. Et il y en a qui le vivent mieux que d'autres, il y en a qui sont peut-être à une échelle différente que d'autres. Mais c'est quand même drôle de me dire que c'est quand même une grande autrice, elle a écrit beaucoup de choses, elle a écrit la biographie de Daphné du Maurier, mais je me dis que je voudrais lire cette biographie et je m'étais dit que je voulais en lire plusieurs de Daphné du Maurier avant de lire cette biographie. J'ai lu Rebecca, j'ai lu Ma cousine Rachel, j'ai lu L'auberge de la Jamaïque et je voudrais lire Le bouc émissaire. Et après, peut-être je commencerai la biographie. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que si ça se trouve dans cette biographie, il y a peut-être beaucoup de Tatiana Deronay. Est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça sert le livre? Est-ce que dans les livres où les auteurs parlent d'eux, ça sert les livres? Probablement. Et là, en même temps, dans Territoire intime, elle explique que quand elle avait 12 ans, elle reçoit comme livre Rebecca, en fait, en anglais, et que c'est un cadeau qui va la bouleverser, elle n'est pas encore au courant. Donc ça, c'est intéressant. En même temps, j'en veux pas plus. En même temps, je suis curieuse. Enfin, c'est très bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'aime beaucoup écouter, c'est très agréable. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, elle a quand même un petit peu le melon, je pense. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette autrice. Mais pour Les Fleurs de l'Ombre, j'avais eu beaucoup de commentaires sur cette fin qui n'était pas une fin. Et le fait que Tatiana Deronay mettait beaucoup d'elle dans ses romans et ramenait souvent beaucoup les choses à elle, à sa vie personnelle. Dans quelle mesure un auteur peut ramener à lui les choses dans l'écriture de son roman? C'est une vraie question, je n'ai pas de réponse. Mais je pense que ça peut être intéressant. Et peut-être que vous avez d'autres exemples d'auteurs comme ça, qui ramènent beaucoup à eux. Les auteurs sont très égocentriques en même temps. Quand t'écris, il faut une part d'égocentrisme, je pense. Mais voilà, je me posais la question, j'avais envie de vous en parler et de mettre ça, de déléguer cette information sur les internets. Donc voilà, si vous avez une solution, je suis preneuse. Nous sommes mercredi matin, il fait un temps magnifique, je m'apprête à aller bientôt sur Paris, il est 8h20. Il est 8h20, en fait j'ai le temps, ça va. Hier, il s'est passé plein de choses. Hier j'ai terminé La petite menteuse de Pascal Robert Diard. Je ne peux pas vous en parler plus parce qu'il sort quand même dans un peu plus d'un mois et que je ne veux pas que ça ait un petit peu de goût de réchauffé, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet. Il y a des post-it, je l'ai terminé, je l'ai lu assez rapidement et je vous en reparle à sa sortie. Teaser. Je n'ai pas avancé le Murder Club du jeudi parce que j'attends Estelle, je suis toujours page 131. Par contre, j'ai avancé les lettres choisies de la famille Brontë et je suis en 1845. Et là, ça commence à sentir la mouise, un petit peu. Hein. Voilà, ça va plus trop. Branwell, il commence à faire un petit peu de la merde. Et c'est là, non, je suis en 46, pardon. Et c'est là que Charlotte va découvrir les poèmes de Anne et d'Émilie et qu'elle a envie quand même
de les publier. Donc elle va avoir une correspondance avec la maison d'édition, une petite maison d'édition librairie, Aylott & Jones, avec lequel elle va entretenir une correspondance, elle va envoyer les manuscrits et j'en suis là. Voilà, donc un peu de suspense quand même. Et j'ai lu un quart du coup à peu près, je suis page 178 sur 600. Et encore une fois, comme je le dis, je n'ai pas hâte de le finir parce que je déguste très doucement ces lettres en ayant en image encore le film. En tête, pardon, les images du film. Donc voilà. Hier soir, je vous ai mis des petites images. Également, j'étais à un dîner pocket pour rencontrer Cédric Banel, l'auteur de L'espion français qui était sorti à la Bête Noire et qui sort en poche demain. Alors, ce sera le 7. Quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà en poche. Ça va être un bon polar pour l'été, je pense. C'est celui qui avait écrit Kaboul Express. Pour ceux qui connaissent, c'était à la Bête Noire aussi. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre ? L'homme de Kaboul, voilà, l'homme de Kaboul, Bad, qui a été le prix du meilleur polar des lecteurs de points, Kaboul Express et L'espion français, donc en 2021. Il a écrit d'autres choses aussi dans un style un petit peu différent. Et là, on va être en Afghanistan. Alors, je vous lis le résumé. Effervescence boulevard Mortier. Dans les sous-sols de la DGSE, les écoutes ont enfin parlé. On a retrouvé la trace d'Alice Marsan, alias la veuve blanche, l'impitoyable passionnariat de l'État islamique. Elle serait liée au kidnapping sur le sol afghan d'un groupe d'infirmières japonaises. L'occasion ou jamais d'éliminer cette vipère, officieusement bien sûr. Et qui de plus qualifié qu'Edgar Van Scana, dit Scan, agent de l'ombre et fin connaisseur d'un pays corrompu jusqu'à la moelle pour accomplir cette mission sans filet. Ça a l'air vraiment très intéressant. Il nous a pas mal parlé de son amour pour l'Afghanistan. En fait, il y allait une vingtaine de fois. Et il a interrogé des gens, des amis en fait, de la DGSE. Lui n'est pas dans la DGSE. Et il a pu recueillir pas mal d'informations, des choses qu'il a pu dire, des choses qu'il n'a pas pu dire de toute façon parce que c'est un petit peu secret. Il connaît des espions. Donc voilà, son récit est alimenté de toutes ces choses-là qu'il connaît et des personnes qu'il a pu interroger. Donc ça a l'air vraiment très intéressant. Il sort donc chez Pocket et il fait 50 pages, 57 pages précisément. Voilà, merci beaucoup Pocket, c'était un très très chouette dîner. On a super bien mangé, on a bien parlé. Il y avait des blogueurs, il y avait Aurélie, il y avait Benoît, il y avait Johan, il y avait qui d'autre ? Il y en avait d'autres. Et puis il y avait des libraires, il y avait Caroline Valla, il y avait Lilia aussi, Olivier je crois qu'il s'appelle, de la librairie Le 104. Bref, il y avait pas mal de monde. C'était très intéressant de discuter avec l'auteur et puis de discuter aussi avec les libraires, notamment de la rentrée littéraire, des prix qu'il y a en ce moment, voilà, de l'univers du livre en fait, et c'était super sympa. Voilà, donc merci beaucoup Pocket, et petit thriller polar pour l'été, ça sera parfait. Ensuite, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, je prends beaucoup les transports et je vais peut-être attendre Estelle pour le Murder Club du jeudi. Encore une fois, comme je l'ai lu très vite, je peux prendre ce matin un autre livre et commencer autre chose. J'ai envie de commencer L'Inventeur de Miguel Bonnefoy, qui sera mon premier Miguel Bonnefoy, mais mon libraire m'a dit que la plume était un vrai délice et j'ai bien envie de le commencer. Voilà. Donc il fait 200 pages, il est écrit plutôt gros, c'est la rentrée rivage, Payot Rivage. Et voilà, j'ai envie de le commencer. Donc je vais peut-être le prendre ce matin. J'attends de voir ce que Estelle me dit par rapport au Murder Club parce qu'elle n'avait pas fini Blackwater hier. Donc soit elle a juste fini Blackwater et elle n'a pas commencé le Murder Club, auquel cas je lis L'Inventeur aujourd'hui. Et si elle a commencé le Murder Club, je prendrai le Murder Club cet après-midi. De toute façon, là, je sors ce matin, je vous ferai peut-être quelques plans aussi, parce que je vais faire des petites emplettes, pas pour moi, et je vais déjeuner avec une copine que vous connaissez peut-être qui s'appelle Olivia, les roseaux pourpres. Elle a une box littéraire dont je vous avais déjà parlé sur Instagram, qui est vachement sympa, elle y met beaucoup du sien. Et donc je déjeune avec elle parce qu'on se connaît depuis super longtemps, en fait depuis le début où j'étais sur Instagram, grâce à Zola, parce qu'on lit ensemble les Rougon-Macquart, enfin ensemble, avec d'autres, on est 8 à peu près à lire les Rougon-Macquart depuis... au moins 4 ans, hein, 4 bonnes années, 4 ou 5 ans, on les lit dans l'ordre, et là on est plus ou moins, alors le groupe est plus ou moins en retard, on n'est pas forcément ensemble, il y en a qui sont à l'œuvre, il y en a qui sont à la terre, il y en a qui sont à la joie de vivre, moi je vais commencer La Bête humaine, je me le suis mis en septembre, donc on est plutôt vers la fin, on avance tout doucement comme ça vers les 5 derniers, et ça, on fait ça depuis 4-5 ans, donc on avait commencé au début, vachement, on essayait vraiment de se mettre une date et tout, et puis bon, la vie fait qu'on a eu d'autres obligations, mais on discute toujours un petit peu de Zola et c'est chouette, donc elle fait partie de ce groupe et on déjeune ensemble ce midi. Ensuite je rentre et ce soir je vais à une autre soirée, c'est la soirée de l'Iconoclaste
pour un lancement un peu exceptionnel. Je vous en reparlerai bien sûr, vous verrez des images. Donc ce matin, je prends l'inventeur avec moi, je vais voir comment il se lit. Peut-être qu'il va se lire vachement trop bien et que j'aurais lu la moitié ce matin et que je voudrais lire l'autre moitié ce soir. Peut-être que je ne vais pas accrocher du tout, auquel cas je prends le Murder Club du jeudi. Et de toute façon, c'est la rentrée littéraire, donc je ne veux pas trop vous en parler non plus, surtout si vous le revoyez passer dans un mois. Voilà, je ne veux pas que ça fasse trop réchauffer encore une fois. Donc en tout cas, moi je suis contente de le sortir de ma palle. Et j'aime beaucoup cette bannière un peu... elle est dorée et un peu brillante, je sais pas si... ça fait un peu à paillettes. Bon, c'est une bannière, hein, je peux l'enlever, le bandeau, je veux dire. Mais voilà, en tout cas, ça s'annonce très bien cette journée, il fait un temps magnifique. Je voulais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai redécouvert là ce matin, qui s'appelle Les mots de l'imaginaire. Peut-être que vous la connaissez, cette jeune femme, qui lit beaucoup de littérature de l'imaginaire, qui n'est quasiment que ça, et qui est très au courant de tout l'univers de l'imaginaire, de beaucoup de choses. Elle a créé, je crois, sa maison d'édition, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Les Trois Mages. Bref, elle a écrit un bouquin de fantasy, je crois. Fantastique, je mélange des fois un petit peu le genre. Et là, en fait, les suggestions YouTube m'ont suggéré donc sa vidéo sur Blackwater. Elle a lu Blackwater, elle l'a lu avant la vague Blackwater, parce qu'elle avait vu un article sur le site L'Actualité, qui est vachement bien d'ailleurs si vous ne connaissez pas ce site. Actualité, Litte, TTE, oui. Et en fait, elle explique donc le principe de cette saga et le choix de Monsieur Toussaint Louverture d'avoir publié ce roman sous forme de livre tous les 15 jours, par chapitre, et donc sous forme de feuilleton, comme le voulait l'auteur en fait. Donc ils ont respecté ça, donc ça c'était assez intéressant, mais ce n'est pas novateur, comme elle l'explique, et ça je le savais. Le principe du feuilleton, apparemment, elle a eu pas mal de retours en disant « Waouh, c'est génial, c'est super original de faire ça tous les 15 jours !» En fait, ça existe depuis Dickens. Voilà, il publiait sous forme de feuilleton comme ça dans le journal. Zola l'a fait aussi, il y en a plein qui l'ont fait comme ça. King l'a fait pour la ligne verte aussi, il a publié, alors je sais pas, je pense que c'était plutôt sous forme de livre, effectivement, parce que nous on l'avait dans la collection Librio, rappelez-vous, les romans, enfin les livres à 10 francs, pour ceux qui ont connu les francs. Voilà, et donc c'est pas du tout novateur, mais au moins ça... Voilà, donc néanmoins ça a quand même contribué au fait qu'ils ont respecté le choix de l'auteur, donc c'était bien. Il y a la charte graphique qui est absolument superbe, elle explique vraiment elle décortique en fait le côté éditorial qui est très intéressant. Si j'y pense, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir parce que c'est vraiment super intéressant. Et voilà, j'ai pas vu toute sa vidéo, mais j'ai bien envie de la regarder. Vu que je suis dans Blackwater et que de toute façon je ne pourrais pas acheter le 3 tout de suite, elle dit que le 3 c'est son préféré. Et c'est pas la première fois que je l'entends, que le 3 c'est waouh. Donc j'ai hâte de lire le 3. Donc j'attendrai un petit peu. Ce matin je vais faire des emplettes, mais pas pour moi, donc pas d'achat livresque, c'est bon. Et puis ça va, ne pas acheter de livres ne me manque pas pour l'instant, on est au 10e jour, donc ça va. J'ai fait un mois de no-buy il n'y a pas très longtemps. Donc je peux tout à fait me contenter de regarder des livres en disant « Ah, celui-là il est bien, ah bah oui, celui-là est dans ma wishlist ». Et en fait, j'ai commencé une wishlist post, alors comme j'avais fait à l'époque du confinement, j'avais fait une wishlist post-confinement en disant « Les librairies sont fermées, c'est bien, je vais descendre ma palle ». Et au sortir du confinement, j'irai en librairie pour acheter ça, ça, ça et ça. Et en fait, sur ma wishlist post-confinement, il y a toujours plein de livres qui n'ont pas été achetés. Entre-temps, j'ai fait d'autres wishlists, j'ai une wishlist de 150 livres, et j'en ai fait une autre pour septembre, en me disant, tiens, ça c'est des titres que je veux absolument lire. D'ailleurs, je pourrais tout à fait vous dire ce qu'il y a dans ma wishlist post-no-buy. Alors je sais que il va y avoir un salon que j'aime beaucoup qui s'appelle Rony-Sois qui mal y pense. C'est en mai en général, et ça se passe à la FNAC de Rony. Je vais pas dire dirigé, mais... où travaille Caroline Valla, qui est une libraire formidable, elle est top Caro, et donc elle organisait le salon Rony-Sois qui mal y pense avec des auteurs de polar dans la FNAC. Il n'y avait vraiment pas grand monde, parce que c'est un petit salon, il y avait Tillier, il y avait Nicolas Beuglé, il y a eu je sais plus qui encore, et il n'y a pas eu pendant longtemps parce que Covid, et là ça revient en 2023, le 20 mai 2023, donc si vous êtes en Île-de-France, venez, ça va être trop bien. Parce qu'en plus, il y a l'auteur Patrick Sénécal, qui est québécois. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler de cet auteur, mais moi j'en entends parler depuis tellement longtemps
Luciole, l'œil de Luciole dans les polars, m'en parle depuis tellement longtemps. Elle a tout lu, elle adore. Qu'il faut absolument que je le lise, donc je l'ai mis dans ma wishlist post-No Buy. J'ai mis Alice de Patrick Sénécal, j'ai mis 5150 rue des Ormes, apparemment c'est le premier. J'ai mis aussi Le Vide. Alors Le Vide est un pavé de 1000 pages avec des chapitres dans le désordre et 2 possibilités de lire le livre dans l'ordre proposé, avec les chapitres dans le désordre, et avec les chapitres dans l'ordre, mais du coup pagination différente, il faut aller chercher le chapitre. Et donc, c'est deux histoires différentes. Mais je trouve ce concept dingue, en fait. Comment est-ce qu'on peut réussir à mêler 2 histoires coordonnées dans 2 chapitrages différents? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un truc de fou, en fait. Donc, je veux lire ce livre. Ce qui me rebute un tout petit peu, c'est qu'il fait 1000 pages, mais je pense que ça peut être vraiment une expérience de lecture incroyable. Donc, voilà. Il y a Flo aussi, Flots, qui me tente beaucoup. Donc c'est 4 de Patrick Sénécal. Déjà si j'en lis 2, ce sera bien. J'ai donc presque un an pour le lire. S'il vient en France, ça va être un truc de dingue, je pense. Je sais même pas si je pourrais le voir en fait, parce qu'il y aura peut-être beaucoup de monde. Mais au moins j'aurais lu Patrick Sénécal, parce qu'en plus il est publié maintenant dans une maison d'édition française. Avant il fallait les acheter au Québec, au Canada, Québec, pour les exporter, importer en France. Oh là là, je sais plus parler. Et donc pour les recevoir, parce qu'il n'y a pas de maison d'édition française, sauf pour Le Vide, où il est publié chez Pocket. Les autres livres ne sont pas publiés en France. J'ai mis aussi bien sûr le tome 3 de Blackwater, et j'ai mis Anne, le tome 5, parce que je veux le lire en septembre. Et là, je voulais en rajouter un, je ne sais plus lequel c'est. Oui, La Boîte Noire, qui est un roman japonais que je veux absolument lire parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps aussi, de Ito Shiori, donc Shiori Ito, et c'est le MeToo japonais en fait, un petit peu, vous connaissez probablement ce roman-là, et je le mets tout de suite dans ma wishlist post-No Buy, voilà. Voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vous fais des plans de mes petites escapades parisiennes. Et puis je vous retrouve... je sais pas quand.
J'ai retrouvé quelqu'un. Hello. C'est Olivia. Coucou. Vas-y, fais ta pub. Bienvenue sur ma chaîne, Les Roseaux de Lily. Et puis n'hésitez pas à découvrir mes coffrets littéraires où j'essaie de mettre en lumière des auteurs méconnus. Coucou. Premier rendez-vous nous a ébloui par son talent, sa créativité et surtout son envie de vraiment créer des livres de poche qui s'offrent et en même temps on a toujours un peu envie de les garder pour soi. Donc voilà, le 18 août, il va avoir ses 3 livres en librairie. Il y a Jean-Baptiste Andrea, Aline Dedonné, qui sont ici ce soir, et Judith Pérignon, Gérard Garousse qui ouvre le bal avant tant d'autres. Donc maintenant à vous de vous en parler. On vous a glissé les 3 premiers livres dans des sacs. Vous pouvez les reprendre en partant et comme ça vous aurez toujours un proche avec vous. Ouais, bravo. Au revoir l'iconoclaste. Bonnes vacances. Tu as quelque chose à dire, Louise? Je suis fan de toi. Non, je l'ai pas payé, j'ai rien dit. Non, j'ai pas payé. J'ai rien dit, promis. Hein, dis, j'ai rien dit. Elle a rien dit. C'est sorti tout seul. Voilà. C'est la seule chose que je voulais dire. Alors Louise, c'est l'ivresse. De lire des livres. Voilà. Et elle est Sur super Instagram sympa. et YouTube. Voilà. Et en vrai, elle est super sympa. Et on peut pas sortir. Oh, c'est pas grave, il y a des bouquins. Non, mais on est bloqué. Il y a un bouton. Ah, Là, il y a un bouton. Alors peut-être Peut-être qu'on va rentrer chez nous. qu'on va pouvoir sortir. Nous sommes jeudi matin et hier j'ai passé une super soirée. C'était génial, c'était un truc de dingue. C'était donc le lancement de la collection Proche. Alors je vais pas vous montrer les livres parce qu'ils sortent pas tout de suite, ils sortent en août. Je veux pas vous les montrer, voilà, parce que c'est des livres qui étaient déjà sortis en grand format, mais qui sortent là en poche. L'édition est très belle, c'est très réussi, c'est top top. Et le tote bag qui nous a été donné, qui est génial. Il est bleu, il a des grandes anses, il est petit en fait, c'est un format poche de tote bag et c'est très très bien. Et il dit dans cette poche un proche, parce que c'est la collection Proche, et c'était génial. Donc c'est la collaboration de l'Iconoclaste et les Arènes pour publier en poche des romans grand format qui ont donc été édités. Il y avait beaucoup de monde, il y avait du beau monde, il y avait beaucoup d'auteurs. J'ai pas pu voir beaucoup d'auteurs, j'en ai surtout vu un. J'aurais voulu voir Adeline Dieudonné qui était là, mais bon, je suis partie et puis bon, c'est pas très très grave. J'ai retrouvé des copines, c'était super, comme vous avez pu voir avec Louise notamment, l'ivresse de lire des livres. Et puis il y avait Audrey, il y en avait d'autres, enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était très réussi, c'était très chouette. Donc c'est une collection qui sort à partir du 18 août, il me semble, donc pour la rentrée littéraire. Une collection poche, plutôt bien faite. On a eu 3 premiers titres qui sortent là au mois d'août. Je vous en dirai un petit peu plus un peu plus tard. Quand je suis arrivée, c'était déjà ouvert. Bon, il y avait déjà quelques personnes et j'ai vu tout de suite Jean-Baptiste Andrea. Et j'ai fait « c'est Jean-Baptiste Andrea !» Alors, je faisais pas encore les vlogs à cette période, mais j'ai saoulé tout le monde sur Instagram avec Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea, que j'ai lu, qui a été un coup de foudre monumental. Et je m'étais dit, je le verrai en salon un jour, tout ça. Et j'en avais parlé à l'Iconoclaste, et Alice de l'Iconoclaste m'a dit, mais il faut que tu lises autre chose. J'ai dit, mais j'ai peur de lire autre chose de lui, en fait, tellement ça a été phénoménal comme ressenti, ce livre, que j'ai eu peur de lire autre chose. Et elle me dit, écoute, lis Ma Reine. D'accord, donc je l'ai lu, je l'ai écouté aussi. Pareil, bon bah vous savez, je l'ai écouté récemment, ça a été aussi une excellente lecture. Et il était là, et j'ai fait il est là, et je discute avec d'autres personnes de l'Iconoclaste, elle me dit, bon, bienvenue, super, tu veux voir les auteurs un petit peu? Oui, je dis, j'ai vu Jean-Baptiste Andrea, mais j'ose pas aller lui parler, parce que voilà, si, je vais te présenter, bon d'accord. Et donc, on discute, et on a discuté comme ça pendant 10 minutes, en fait, et j'étais super émue, parce que ce roman m'avait tellement bouleversée que le fait de lui en parler a fait remonter plein de choses, et on a discuté, il est adorable, il est super gentil.
Et je vais essayer de me faire dédicacer, de lui faire dédicacer le roman, donc je trouverai un moyen, et puis voilà, comme ça. C'est pas le fait d'avoir une dédicace, mais c'est le fait de se souvenir de ce moment et de voir dans le livre sa dédicace, en fait. Et voilà, j'étais trop contente, donc c'est top, 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 top. Donc lisez Des Diables et des Saints, lisez Ma Reine, lisez Jean-Baptiste Andréa. Voilà, ensuite voilà, on a papoté avec d'autres personnes, c'était très chouette. On est donc reparti avec les 3 premiers livres de poche qui vont être édités. Et je suis rentrée chez moi. Sinon, dans la journée, j'ai lu L'Inventeur de Miguel Bonnefoy. Dans la journée, j'ai lu 160 pages, voilà, sur 200. Là, je vais le finir ce matin. Il sort fin août, je ne veux pas vous en dévoiler plus, mais sachez que je passe un excellent, excellent moment. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Voilà, je le finis ce matin et je reprendrai donc le Murder Club du jeudi. Tout à l'heure, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai regardé en replay, parce que c'était hier, la 500e de la Grande Librairie, la dernière de François Bunel. Et je suis trop contente que ça soit Augustin Trapenard qui prenne la suite, parce que c'est un animateur que j'aime beaucoup, qui met des mots justes et qui prend le temps de réfléchir littérairement, je ne sais pas comment si ça se dit, mais de trouver vraiment les mots justes pour décrire les choses, les auteurs, les écrivains, les personnalités qu'il rencontre. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je suis je suis trop contente que ce soit lui qui reprenne. C'est la personne parfaite, je trouve, pour la Grande Librairie. Et donc, en regardant cette Grande Librairie, Augustin Trapenard ramène son livre, le livre qu'il a construit, qu'il a forgé. Et c'est le Carnet d'or de Doris Lessing, je crois. Et c'est drôle parce que ce bouquin, je l'ai vu passer il n'y a pas très longtemps, parce que je ne sais plus qui fait une lecture commune tout l'été dessus. Je ne me rappelle plus qui. Ah, ça m'énerve. Bon, je ne me rappelle plus. Et je sais que Pico, de Pico Books, l'a lu. Si vous ne suivez pas Pico, allez la voir sur Instagram. Elle est top, elle fait des super lectures. Elle a toujours des avis très construits. Et elle a lu le Carnet d'or, elle l'a dégommé. Je crois qu'elle a lu 400 pages en 2 jours. Enfin, voilà. Il fait presque 1000 pages. Et je lui en ai parlé, j'aimerais bien le lire effectivement, parce que c'est un sacré classique, prix Nobel, je crois, de littérature. Et donc Augustin Trapenard lit un petit bout de la préface à François Bunel, et je n'arrive pas à le retrouver. Impossible, même sur Glose, il n'y a pas le Carnet d'or, sur la Fnac, je peux même pas le feuilleter, donc il faudrait que je l'achète pour retrouver cette phrase de la préface qui décrit la lecture, mais parfaitement. Si vous avez le Carnet d'or, regardez la préface, vous allez trouver une phrase sur la manière de lire, comment lire, qu'est-ce que c'est que lire, le plaisir de lire, et je trouve ça formidable. Donc je l'ai mis dans ma petite wishlist post-Nobail, et il est très probable que je l'ai d'ici peu. Voilà, bon, il fait 1000 pages, hein, je le lirai peut-être pas tout de suite, mais juste pour avoir cette préface, pour l'écrire quelque part, et pour me dire que c'est ça vraiment. Et il y a Pénac aussi, il y avait Pénac que je rêve de rencontrer pour lui parler de Comme un roman, mais ça doit faire des années qu'on lui parle de ce bouquin. Moi, ce bouquin m'a transformée, quoi. Il a vraiment changé complètement mon rapport à la lecture, et je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. J'ai dû le lire il y a 5 ans peut-être, hein. Et j'aurais tellement aimé le lire quand j'étais ado, quand j'aimais pas lire justement. Peut-être qu'il m'aurait fait vraiment déculpabiliser de la lecture. Si vous l'avez pas lu, mais lisez-le, parce qu'il y a un rapport au livre, aux enfants, à la lecture, au plaisir de lire, qui est incroyable, hyper déculpabilisant, et qui fout un gros coup de pied dans la fourmilière des années collège et lycée, quand on nous impose des bouquins en fait. On est obligé de les lire, bien sûr, c'est clair. Ça nous saoule. Candide, c'est bon quoi. Il y a quoi d'autre encore? Ouais, il y a des Zola qui gonflent, qu'on n'a pas du tout envie de lire. On m'a fait lire Les Chouans en 4e de Balzac, mais au secours quoi. Enfin, plein de trucs comme ça, parce que c'est au programme, donc on n'a pas le choix. Et maintenant, je pense que les programmes changent, j'en suis persuadée. Et je suis sûre qu'il y a plein de profs de littérature qui vont chercher des livres intéressants, vraiment faits pour les enfants, enfin pour les ados, qui peuvent les intéresser, même si les ados sont un peu je m'en fous. Bah oui, mais peut-être qu'il y en a quelques-uns dont ça va changer la vie. Et ouais, il y a un pouvoir déculpabilisant dans ce bouquin, dans le Comme un roman, qui fait que, oh là là, lisez ce que vous voulez, comme vous voulez en fait. Donc c'est génial, si vous n'avez pas vu, il y a le replay en fait sur France TV de la Grande Librairie. Sinon, je suis allée, hier vous avez vu, hein, je suis allée en librairie IES, mais je n'ai rien acheté. C'était que des bouquins en VO. Pourtant, Little Woman, franchement j'étais à ça de le prendre. Il est beau, magnifique. Le problème c'est que Les 4 filles du Docteur March, je l'ai lu.
j'avais une vieille édition Pocket Poche. Alors ça s'appelait Pocket Junior. Oh là là, ça doit bien dater des années 90, hein, mon édition. Donc potentiellement, peut-être que c'est une mauvaise traduction. Je me suis ennuyée dans ce bouquin, c'était un truc de dingue, j'avais même fini en audio, et même en audio je m'ennuyais. Donc je me dis, je sais que Gallmeister a sorti une belle édition, probablement nouvelle traduction, mais je me dis que si déjà je l'ai écouté et lu et que je me suis ennuyée, c'est peut-être pas la peine que je recommence. Et peut-être qu'en VO, ça va peut-être pas changer grand-chose finalement. Donc voilà, je suis frustration extrême de ne pas pouvoir lire plus en anglais parce que j'aimerais beaucoup lire les Brontë dans le texte, mais c'est pas possible. Donc voilà, ou Dickinson. Lire Emily Dickinson en anglais, ce serait le goal ultime quoi en fait. Bref, donc je n'ai rien acheté, par contre j'ai passé un super moment, j'ai fait quelques petites photos, je ferai un post Instagram. C'est une librairie du sol au plafond, avec des étagères comme ça, avec des bouquins posés dessus, tu dis un jour tout va se casser la gueule. Tu ne sais pas quand, mais ça va arriver. C'est renforcé avec des équerres et tout, mais ça va tomber, c'est sûr que ça va tomber un jour. Et c'est génial, quoi. C'est dans son jus, c'est top. Donc voilà, j'ai donc déjeuné avec Olivia, et puis voilà, c'était une super journée. Ce matin, je joue encore un petit peu avec le feu, je vais encore en librairie, je vais aller au comptoir des lettres parce que j'avais prêté deux livres à une copine qui les a redéposés là-bas parce que c'était pour le club de lecture. Donc je dois aller les récupérer, je vous ferai peut-être quelques petits plans. Je n'achète rien, je ne veux pas acheter. Et ce fait d'être en no-buy ne me frustre pas. Parce que je me dis, je suis rentrée dans le no-buy, je sais que j'achèterai pas de livres. Parce que j'en ai 50 en fait à lire, qui me tentent. Et que même s'il y en a plein qui sont là, qui m'appellent, mais ils seront toujours là quand j'aurai fini mon no-buy. Et ils seront toujours là dans 1 an, dans 2 ans. Et peut-être ceux que je vais acheter en septembre, je les lirai en 2027 en fait. Donc voilà, ça va. Je suis dans une espèce de détente du no-buy là. Tout va bien. Voilà, donc j'ai hâte de finir celui-ci. Et de reprendre le Murder Club du jeudi. Il fait pas très beau aujourd'hui, il fait un petit peu couvert, mais c'est pas très grave. Ils annoncent un été là, un vrai mois de juillet pour le coup, j'ai l'impression. Il fait genre 17 le matin et 32-33 l'après-midi. C'est chaud, mais c'est pas la canicule ultime. Et il n'y a pas les gros orages, mais je pense qu'on va quand même se prendre des orages cet été. Parce que on passe d'un extrême à l'autre de toute façon. Voilà, j'arrête de faire la pluie et le beau temps, je vais ranger mon joli sac proche et je vais me préparer pour aller en librairie. Et je refermerai ce vlog demain. J'aimerais bien avancer le Murder Club. Parce que je dois lire Darling ce week-end, mais c'est mal barré, parce qu'il me reste quand même 400 pages du Murder Club. Oh, quoique. On verra, mais en tout cas, c'est l'été, lisez. Vendredi soir, je viens refermer cette semaine de vlog, dernière semaine officielle de vlog de l'année scolaire, puisque normalement on se retrouvera en septembre, mais je vais faire, je pense, quelques vlogs estivaux de l'été. Je filmerai sûrement quelques plans parce que je sais que ça va me manquer de vlogger, vu que je vlog toutes les semaines depuis octobre quand même, ça fait presque 1 an. Donc voilà, j'espère que cette semaine de vlog vous a plu. Je viens quand même vous faire un petit update. J'ai avancé un petit peu le Murder Club du jeudi. Je suis à la page 226. Je vais le mettre un petit peu de côté là pour attendre Estelle et parce que je trouve ça long et lent. Voilà, pour tout vous dire. C'est pas... J'y retourne pas avec grand plaisir en fait. Parce que dès le début, en fait, on sait qui est le meurtrier. Et du coup, je sais pas, il y a déjà un truc qui sue en fait, donc on pourrait se dire ok on sait le meurtrier et maintenant on veut savoir pourquoi et comment, mais même ça ne m'accapare pas. Donc je suis un tout petit peu embêtée quand même parce que je suis même pas encore à la moitié alors que j'aurais pu le finir, là, clairement. C'est pas grave, je continuerai doucement ce week-end et je verrai selon le sentiment d'Estelle
si elle le continue elle aussi ou pas, et auquel cas on passera à autre chose, ça n'a pas d'importance. En attendant, j'ai commencé un livre qui est dans ma palle depuis 2 ans, depuis le confinement, parce que c'est Clémence du compte Behemotmot qui est sur YouTube, qui en avait très bien parlé, qui lit beaucoup de classiques, beaucoup d'essais, de choses politiques très très intéressantes, qui a une très belle analyse des choses, et elle a parlé de l'abolition de Robert Badinter, qui est un classique, vraiment classique politique, et je l'ai commencé, et j'ai déjà mis quelques post-it. Je l'ai commencé quand? Hier. Pour vous dire qu'il est très accessible, même si très politique effectivement, il contextualise très bien, il explique hyper bien, il y a quand même une plume, même si c'est pas méga travaillé, ça a quand même un axe très factuel. Je suis bien, voilà, je comprends bien tout ce qu'il nous dit, même si l'abolition de la peine de mort, pour moi, j'étais pas née, 81, mais bon, c'est quelque chose qui est acquis depuis très longtemps, et là c'est le processus, on est en 76, donc c'est pas tout de suite, mais on sent que ça monte, cette volonté de défendre cette peine de mort, enfin de pas la défendre, justement de l'abolir, pardon, de défendre la vie en fait, et c'est très intéressant parce que c'est du point de vue de Badinter qui est grand, grand avocat, il était avocat, et il est toujours vivant, mais garde des Sceaux, je crois. Il me semble qu'il a été garde des Sceaux. Ouais, il a été garde des Sceaux sous Mitterrand, ministre de la Justice. Ah bah, en fait, voilà, ministre de la Justice en 81, c'est pour ça qu'il a fait voter la loi. Donc il est toujours homme politique, il est toujours, mais très rarement sur les plateaux télé, et je sais que quand il y est, j'essaie de le regarder parce que c'est un homme de lettres très important et très intéressant, il parle extrêmement bien, et on sent la densité de la vie qu'il a menée. Voilà, donc c'est quelqu'un de très très respectueux. Donc je sors enfin ce bouquin de ma palle, je suis trop contente. Je le voyais depuis des mois en disant il faut que je le sorte. Je l'avais mis l'été dernier, je l'avais toujours pas lu. Et j'ai dit cette année c'est bon. Et là le fait que je mette en pause le Murder Club, j'en voulais un petit. Et c'est parti. Donc là je vais l'avancer un peu ce soir parce que je suis en single mom ce soir. Mon fils dort. Donc je suis toute seule à la maison, je vais l'avancer un petit peu. Et puis je le finirai... c'est pas grave, je sais pas quand je le finirai. Mais en tout cas... si je peux le finir dans le week-end, ça sera cool. Et j'avance peut-être un petit peu le Murder Club. Mais je vais peut-être le faire traîner le Murder Club parce que si Estelle prend un peu plus de temps pour le lire, ça ne me pose aucun problème. Je l'attends, justement, c'est le but. Et c'est comme ça que je peux me caser des petites lectures entre deux. Et je ne me mélange pas les bouquins parce que, comment vous dire que c'est deux lectures totalement différentes. Donc j'ai pas de raison de mélanger les sujets. Donc voilà, mon programme de ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve durant l'été à un rythme très irrégulier, mais vous en aurez probablement parlé de moi et de mes lectures. Je suis toujours en aubaille, même si je suis allée dans je ne sais pas combien de librairies en 4 jours. J'en ai fait beaucoup et je n'ai pas eu de tentation. Enfin, si, j'ai eu plein de tentations, mais toujours ce truc de me dire, j'achète pas, c'est pas grave, quoi. Juste plaisir des yeux. Voilà. Donc on va continuer sur cette lancée. On est le 8, j'ai validé ma journée. Je n'ai rien acheté encore aujourd'hui. Et c'est top, c'est cool, profitons et puis faisons descendre nos balles. Très bel été à vous, très bonne lecture, à très bientôt.